Le cas clinique que je vais vous présenter va paraître plus banal. À côté, un patient, un homme de 71 ans, qui va présenter comme, nous allons le voir, une insuffisance rénale aiguë. Ça va être moins exotique. Un Parkinson depuis 2010, connu pour un lymphome lymphocytaire indolent depuis quelques années aussi, 2 ans non traité parce qu'il est indolent. Une hyperplasie de la bénigne de la prostate uniquement traitée par médicaments, puis une consommation d'alcool à risque. Situation assez classique jusqu'à présent. À savoir qu'en 2024, quand l'histoire commence à nous intéresser, il avait eu, dans le cadre de son lymphome indolent, tout un bilan qui montrait une stabilité de la maladie, notamment avec un scanner et un PET, avec une globale stabilité des adénopathies. Le patient était suivi par un néphrologue depuis octobre 2004, où il avait été adressé par son médecin traitant, étant donné qu'il avait une créatinine qui était passée de 100 à 196 micromoles par litre. Le néphrologue continue à le suivre jusqu'au 9 décembre et constate quand même une créatinine qui continue à s'élever sans explication claire, avec un sédiment plutôt calme, une albuminurie pratiquement inexistante, vous voyez ici une légère protéinurie, et puis un rapport albumine sur protéine qui est plutôt à 5%, donc parlant en tout cas pour rien de glomérulaire. Face à l'évolution de cette insuffisance rénale, le néphrologue de ville fait une échographie rénale qui semble montrer une discrète atrophie, enfin en tout cas une asymétrie rénale gauche en défaveur de la gauche par rapport à la droite, et peut-être des arguments pour une dilatation un peu plus importante à droite qu'à gauche. Dans ce contexte-là, il demande une scintigraphie au Lasix, toujours en ville, qui confirme une discrète asymétrie rénale en défaveur de la gauche et une dilatation piélique qui semble présente des deux côtés, mais prédominante à droite, avec un léger retard d'excrétion au Lasix. Dans ce contexte-là, et au vu de l'aggravation de la créatinine, il l'adresse chez nous pour avis urologique le 28 décembre. C'est jamais une bonne idée d'arriver à l'hôpital un 28 décembre. Donc si on revient un petit peu sur son histoire, le 9 décembre, donc 320 de créatinine. Le 3 janvier, il est hospitalisé depuis quelques jours, il est hydraté, on essaye de convaincre les urologues de faire quelque chose, et le 3 janvier, on arrive à les convaincre de mettre un pigtail. Au départ, ils nous disent qu'ils vont mettre un pigtail des deux côtés. Je vous rappelle que le rein gauche est légèrement plus petit que le rein droit, mais qu'il y a quand même une dilatation des deux côtés. Et finalement, on ne sait pas très bien pourquoi, un pigtail est mis uniquement à droite. Toujours est-il que la créatinine continue à évoluer défavorablement. Donc le 8 janvier, on décide quand même de faire une biopsie rénale, parce qu'on a de la peine à s'expliquer qu'avec la mise en place du pigtail, même si elle est juste du côté droit, alors que le rein gauche est un peu plus petit, on ait toujours une élévation de la créatinine. Et puis c'est là qu'on passe de l'insuffisance rénale aiguë chez le patient de 71 ans avec une hyperplasie bénigne de la prostate a priori banale à quelque chose qui nous surprend à la biopsie. Même sans connaître grand-chose aux biopsies rénales, vous avez quand même l'impression qu'il y a un peu trop de violet foncé sur la biopsie. Déjà, juste en regardant ça, ça nous parle pour une pathologie qui est plutôt interstitielle. On voit quelques glomérules ici, en rose clair, qui sont a priori plutôt normaux, mais clairement la pathologie est ici interstitielle, ça c'est la coupe globale. Si on va un peu plus profondément, on confirme qu'effectivement il y a un infiltrat qui semble plutôt lymphocytaire, puis il y a peut-être quelques cellules qui nous semblent un peu bizarres au milieu. On regarde de nouveau avec une autre coloration, et puis ce qui confirme l'atteinte, c'est que oui, il y a une atteinte interstitielle, mais il y a aussi des cellules géantes qu'on voit ici avec une autre coloration qui forment des granulomes. Et si on les regarde à plus gros grossissement, vous les voyez, ces granulomes ici, de façon plus importante, donc comme cette structure ici, un peu rosacée, au milieu de l'infiltrat interstitiel, donc ce qu'on appelle un granulome à cellules géantes. Donc le diagnostic histologique, de nouveau, peut paraître assez simple. On se dit, ok, c'est une néphrite tubulo-interstitielle chronique, granulomateuse, lymphohistiocytaire, non nécrosante. Donc, en gros, une néphrite tubulo-interstitielle. Maintenant, le diagnostic étiologique, là, c'est là où ça se corse. Est-ce qu'il peut s'agir d'une sarcoïdose, d'une infection, d'un médicament? Le médicament, c'est souvent le plus classique, celui qui fait les insuffisances rénales aiguës. L'anamnèse ne montre rien. Pas de nouveaux traitements introduits, pas de nouveaux médicaments suspects, pas d'infection non plus.
pour une sarcoïdose, peu d'arguments, pas d'atteinte ailleurs, ces adénopathies, mais qui étaient dans le cadre du lymphome. Puis la question se pose alors, est-ce que finalement ce n'est pas le lymphome qui peut expliquer cette néphrite tubulo-interstitielle, quand même très sévère. Et puis, en attendant de discuter avec les hématologues, on se dit que dans tous les cas, un petit peu de solumédrol ne lui fera pas de mal, et on en profite également pendant ce temps-là pour faire un immunomarquage pour essayer de confirmer potentiellement l'étiologie de cette néphrite tubulo-interstitielle. Donc on fait plusieurs colorations. Enfin, notre pathologue fait plusieurs colorations, notamment une coloration au CD20. Vous voyez ici qu'il y a quand même une légère prise des anticorps ici sur cette coupe. On fait une coloration également au CD23, plus spécifique pour les atteintes lymphomateuses. Et puis vous voyez aussi ici une forte positivité, pareil pour les CD5, qui vont marquer donc les cellules B. Donc le diagnostic définitif, cette fois-ci, parle plutôt en faveur d'une infiltration rénale par un lymphome B de bas grade, qui était donc décrit comme indolent et non traité a priori car les adénopathies étaient stables, de type lymphome lymphocytique, avec des immunomarquages qui confirment l'infiltration par un lymphome B de bas grade, de type lymphocytique avec un profil CD20 faible, CD5 positif, CD23 positif et cycline CD1 négatif. Ne me demandez pas ce qu'est la cycline D1 négatif. Le diagnostic différentiel s'ouvre en se disant aussi, est-ce qu'il y a d'autres choses à part ce lymphome qui peuvent présenter cette atteinte interstitielle avec cet immunomarquage, c'est peu probable, mais on se pose quand même toujours la question d'une glomérulonéphrite membranoproliférative sans atteinte glomérulaire toutefois à la biopsie, une minimal change disease, donc une atteinte des membranes fines qui va être plutôt visualisée à la microscopie électronique, ce qui ne sera pas le cas, et puis d'autres choses plus exotiques comme une membraneuse, une amyloïdose, mais c'est vrai que l'atteinte glomérulaire qui n'était pas importante, hormis quelques types chroniques pour un patient qui avait aussi un certain âge, ne semblait pas parler en faveur de ça. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose de fréquent, la néphrite interstitielle granulomateuse sur un lymphome, concomitante donc à une infiltration interstitielle? De nouveau, en voyant la littérature, il n'y a que 5 cas décrits en 2015, avec des biopsies qui montrent certes des néphrites interstitielles, des granulomes non nécrosants à cellules géantes, puis généralement une bonne évolution suite à la corticothérapie et la chimiothérapie. Il y a un cas décrit en 2017 qui montrait une insuffisance rénale aiguë avec une créatinine sur 6 mois qui avait augmenté progressivement, une protéinurie plutôt non glomérulaire, avec un résultat similaire au nôtre à la biopsie. Et puis, dans ce cas-là, il y avait eu par contre une mauvaise évolution avec la nécessité de dialyse malgré un traitement de cyclophosphamide. Donc en gros, le small lymphocyte lymphoma, il touche généralement surtout les ganglions, la moelle, le foie, la rate quand même, rarement les voies urinaires et encore moins, enfin d'autres atteintes, c'est plutôt central et puis surtout la peau. Mais il peut y avoir quand même une infiltration rénale qui est retrouvée dans une série qui avait regardé 1200 autopsies dans 63% des cas. Donc une dégradation progressive de la fonction rénale chez un patient qui a un antécédent connu même de lymphome indolent doit faire penser à une possible infiltration rénale. C'est vrai que dans ces cas-là, on s'attend souvent quand il y a une infiltration rénale lymphomateuse par des reins de plus grande taille qui ont généralement plutôt un aspect agrandi, un aspect tuméfié. Mais chez des patients plus âgés, forcément, la clinique peut un peu changer, les reins ayant tendance à diminuer avec l'âge. Donc le patient, qu'est-ce qui s'est passé? En février, il fait une infection pulmonaire à influenza, une surinfection bactérienne. Il sort le 5 mars. Un traitement est introduit par les oncohématologues. Il présente quelques complications avec une paralysie notamment du nerf moteur oculaire externe, avec une infection fongique invasive Aspergillus fumigatus, qui est donc traitée par posaconazole et anadulafongine. Par la suite, par contre, sa créatinine, comme vous le voyez ici, évolue plutôt favorablement, même s'il garde quelques séquelles et ne revient pas à sa créatinine de base qui est à 100 micromoles par litre. Donc voilà pour ce cas, comme vous voyez, des cas a priori
un peu banales peuvent en cacher un autre. Donc pensez toujours à bien revoir l'anamnèse, les antécédents, et puis pensez à des choses parfois peut-être un peu plus exotiques qui peuvent se cacher derrière un cas a priori tout à fait classique. À disposition pour les questions.